Assalamu alaikum, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je suis chez mon fils en France, donc m'en voulez pas du décor. Donc comme je vous ai dit pour le retour, ça va saigner. Et on va commencer tout de suite avec une vidéo sur, vous le savez, on est à 50 jours de la Coupe du Monde, donc sur mon pays d'adoption, le Qatar, et notamment tout ce qui est dit sur cette fameuse Coupe du Monde, mais c'est surtout le procès à un pays, et pas n'importe quel pays, puisque c'est un pays musulman. Donc on commence tout de suite cette vidéo avec un premier sujet par rapport à la Coupe du Monde, c'est bien sûr l'esclavagistes, les ouvriers qui sont morts dans les chantiers. Alors il y a un chiffre qui est constant, que tous les médias rapportent, et ça fait éloge de millions de morts sur les chantiers du Qatar. Et paradoxalement, il n'y a aucun média, aucune instance officielle qui a pu prouver ce nombre. Donc on peut parler de 20 morts, on peut parler de 6000 morts, on peut parler de milliards de morts. En fait, les médias s'en donnent à cœur joie. Je vous laisse regarder de suite ce reportage et moi je vous retrouve à la... Pour beaucoup, il mérite le surnom de Coupe du Monde de la honte, le Qatar. Une main-d'œuvre immigrée d'Asie du Sud-Est, ils sont des centaines de milliers. Les travailleurs migrants ont été... Ce qui est intéressant dans la première des choses dans ce reportage, c'est que ça a été fait par deux femmes, Mère Romanos et Lola Schulman. Et ces deux personnes, alors il faut savoir que Mère Romanos, si vous cherchez un peu sur le net, ben, vous allez rien trouver. Il n'y a pas de carte officielle de journaliste, il n'y a pas elle n'a pas un rôle officiel d'instigatrice sur le Qatar ou sur les droits de l'homme, etc. C'est une Libanaise, on l'entend d'ailleurs à son accent, qui bizarrement n'existe nulle part. Donc elle n'a pas de LinkedIn, elle n'a pas ou très peu de contacts sur LinkedIn, on la voit nulle part. Et c'est comme, voilà, on pose une personne. Alors moi, je peux du jour au lendemain m'improviser spécialiste de la politique des droits de l'homme en France et apparaître mon nom. Donc ça, c'est déjà une première chose qui devrait mettre en alerte les gens qui écoutent ce genre de reportage. Et puis Lola Schulman, donc la deuxième co-journaliste de ce reportage, c'est une juive allemande qui est en charge des commissions LGBT, donc gay. Deux personnes qui font un reportage sur les droits de l'homme au Qatar, mais qui n'ont aucun vraiment statut, déjà, ça vous met un petit peu la puce à l'oreille. Donc ça, c'est pour les deux personnes qui ont fait ce reportage. Et si on regarde un petit peu la description du reportage, on va voir que ils vivent sans eau, sans électricité, dans des dortoirs surpeuplés sous 50 degrés. Ils travaillent 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Pour eux, le droit du travail n'est qu'une illusion et le travail forcé leur quotidien. Oui, nous parlons bien des travailleurs migrants employés pour la Coupe du Monde. Surtout dans les cas où des entreprises ont fait faillite. Donc on arrive là à un camp de travail, les travailleurs migrants ont été délaissés. Des centaines qui vivent dans ce genre de dortoir, sans eau, sans électricité. Il n'y a pas de clim, on parle 50 degrés de chaleur, pas de nourriture. Et les travailleurs migrants sont bloqués, ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas l'argent même pour acheter leur billet d'avion pour rentrer chez eux. Parce qu'ils vivent sans eau et sans électricité dans des dortoirs surpeuplés. Alors, juste, encore une fois, dans ce reportage, les vidéos qui ont été mises et que vous allez voir datent de 2016. Donc moi j'ai par contre des photos, je vous laisse, et des vidéos, je vous laisse découvrir, qui datent de 2022, 2021, qui sont beaucoup plus récentes et qui se passent en France. Maryse est arrivée en France il y a une dizaine d'années. Elle est haïtienne. Là-bas, elle était institutrice. Mais ici, ses diplômes ne sont pas reconnus. Alors elle a accepté cet emploi. Ensuite, on parle donc de personnes qui dans un sont quartier résidentiel, sans eau, sans électricité. Est-ce qu'on parle des conditions pavillon. Mais Maryse ne réside pas au premier étage, ni même au rez-de-chaussée. Elle vit sous terre, dans la cave de la maison. Électricité, sérieusement? Non seulement ça, mais est-ce qu'on peut parler aussi des Français qui sont mal logés, des travailleurs, ce qu'on appelle des travailleurs pauvres, des gens qui travaillent, des Français de souche? Une chambre avec le confort venait de se libérer à l'étage. J'ai une douche, j'ai de la chance. Ça fait 33 ans que j'habite dans l'immeuble et qu'il n'y a que 4 mois que je suis là et que j'ai la douche. C'est merveilleux parce qu'ici, il n'y a pas de douche collective, il n'y a rien de collectif.
La salle de bain. La cuisine, qui nécessite peut-être encore un petit coup de frais. Le salon très lumineux. Et les toilettes. Alors, vous le prenez? En France, 3,5 millions de personnes n'ont pas d'autre choix que d'être... La toute première chose que je voudrais vous dire, et c'est pas pour défendre plus le Qatar ou cracher sur la France ou etc., mais la première des choses, il faut savoir que on est en train de faire un procès à un pays, alors que ce n'est pas le pays qui emploie ses ouvriers, mais des entreprises privées. Ces entreprises privées, devinez quoi, européennes et françaises, notamment Vinci. Il faudrait aussi d'ailleurs s'adresser aux grands groupes, dont certains sont français. Il y a des grands groupes français, Vinci notamment, qui a des chantiers au Qatar, c'est lui l'employeur de ses ouvriers. C'est Vinci qui est responsable de la sécurité, et donc il faudrait aussi faire pression là. L'attribution du Qatar comme pays hôte de la Coupe du Monde peut être évidemment problématique quand on parle des droits humains. En 2010, lorsque le Qatar est désigné pays hôte de la Coupe du Monde, on a 1,1 million de travailleuses et travailleurs migrants qui sont au Qatar. 12 ans plus tard, donc aujourd'hui, 2022, on a à peu près 2,2 millions de travailleurs migrants au Qatar, des cadences accélérées, des projets beaucoup plus importants, ce qui va avoir des conséquences, on le sait aujourd'hui, sur la question des droits de ces personnes. Les lois sont très claires et très strictes au niveau des travailleurs. Alors là aussi, je fais une parenthèse parce que dans ce reportage, on parle des travailleurs migrants, des immigrés. Alors, quand on a, pour l'Européen, le travailleur migrant, c'est un hindou, un pakistanais, etc. Moi, en tant que Français, je suis une travailleuse migrante au Qatar. Et ça, on le dit pas, parce qu'il y a les expatriés européens, oui, c'est-à-dire que vous êtes envoyé de votre compagnie en France ou en Allemagne, peu importe, enfin d'Europe, un statut d'expatrié. Alors, c'était le cas beaucoup il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, de moins en moins, et on est de plus en plus majoritairement des migrants. C'est-à-dire qu'on choisit de nous-mêmes de migrer au Qatar et de travailler en contrat local. C'est à peu près, on va dire, 70% des travailleurs migrants, qu'ils soient français, allemands, pakistanais. Mais ça, encore une fois, on va pas le dire parce que ça la fout mal. Donc on parle de migrants et on regarde les plus pauvres parce que c'est quelque chose qui est un peu plus valorisant pour l'esprit peut-être ancien de colons français. Donc voilà, alors ces migrants, il faut savoir que nous avons des droits, que ça soit pour les Français, les Américains ou les Pakistanais. C'est le Qatar est le seul pays du Golfe à instituer le SMIC minimum pour les travailleurs les plus pauvres. Si le Qatar, le gouvernement qatari a mis un minimum de seuil, c'est-à-dire 700 riyals par mois d'allowance pour l'équivalent de l'APL si vous préférez, pour les loger, et bien sûr ils doivent être nourris avec un billet d'avion aller-retour tous les 2 ans. Donc ça, c'est les lois, c'est marqué noir sur blanc, c'est le travail. Quand elles ne sont pas respectées, comme ça a été le cas il y a quelque temps où on a vu justement, et le Parisien, Le Monde s'est saisi de ces photos de manifestation devant QNB, qui est le Qatar National Bank, en disant « Ouh, regardez le Qatar ». Mais là, je ferai une vidéo à part, parce que ça veut dire qu'on a le droit de manifester. Ça, on a occulté ça. Hein. Bref, quand ces personnes ne sont pas payées, ce qui est le cas, ce qui a été le cas, elles n'étaient pas payées depuis plusieurs mois. Il faut savoir que ce n'est pas le gouvernement qatari qui ne les paye pas, mais c'est justement ces entreprises privées, notamment Total, notamment Vinci ou notamment Keolia, enfin d'autres entreprises. Je dis pas que c'est que des entreprises françaises ou européennes, mais pour la plupart. Donc ce n'est pas à taper sur le gouvernement qatari parce que ils sont musulmans ou ils sont arabes et ils sont la bête noire, mais il faudrait peut-être voir du côté de nos entreprises. Donc le gouvernement qatari a pallié à leur salaire, en versant leur salaire, en faisant un procès à ces compagnies, ça on le dit pas non plus, et bien sûr les a autorisés à pas repartir chez eux. La version officielle, c'est les Qataris, le gouvernement, le Qatar n'a pas payé et les a virés du pays. Raccourci très
très rapide. Alors moi, ce qui me gêne dans cette idée du boycott, c'est que c'est toujours les compétitions sportives qui doivent être boycottées. On ne demande pas le boycott des relations économiques, le boycott des relations politiques, c'est toujours le sport. C'est un peu une façon de mépriser l'activité sportive, de penser que c'est tellement superficiel que l'on peut s'en passer. Il y a aussi bien à gauche qu'à droite un mépris traditionnel pour le sport, parce que c'est pratiqué pour beaucoup de gens de droite par des idiots, parce que c'est le capitalisme débridé pour des gens de gauche. Et donc en fait, une fois encore, soit il y a un problème général avec un pays, on l'organise ce qui doit être fait, mais pourquoi boycotter uniquement les compétitions sportives et pas les manifestations culturelles, les relations économiques? On ne dit pas qu'il faut arrêter de vendre des Airbus au Qatar ou qu'il faut arrêter d'acheter du gaz au Qatar. Bon. En 2015, les migrants et les réfugiés dormaient sous ce métro aérien, à Paris. En 2018, ils se sont installés sous ce pont, dans l'est de la capitale. En 2019, les voici relayés aux portes de Paris, le long du périphérique. Ici, porte d'Aubervilliers, loin des habitations, des Érythréens ont installé leurs tentes. Ils ont fui la dictature du président Issaïas Afwerki et côtoient la pollution, le bruit et les poubelles. Regardez comme c'est sale. Franchement, même des animaux ne dormiraient pas ici. Le gouvernement français est inhumain. Honnêtement, c'est mieux qu'il me renvoie chez moi. Je ne veux pas mourir ici. Je préfère mourir là où se trouve ma famille. Connaissant les conditions climatiques au Qatar, connaissant la chaleur, l'humidité très élevée, il y a des études qui suggèrent que les conditions de travail peuvent contribuer ou causer un grand nombre de ces décès. 5 mois sans salaire. Ces travailleurs ne quitteront pas le piquet de grève sans avoir touché leur dû. Ils sont sans papier, n'ont jamais passé d'entretien d'embauche, ni signé de contrat de travail. Pourtant, depuis 2 ans, ce sont eux qui font tourner ce centre d'hébergement d'urgence. Ils commencent à 7 heures. Il y a les autres qui font même des heures supplémentaires. Ils commencent à 7 heures, au lieu de finir à 17 heures, ils enchaînent jusqu'à 6 heures du matin. Avec énormément, puisqu'on le voit. Il faut chauffer des plats, donc et ce n'est pas facile. Pour les travails qu'ils font ici, là, 5 mois payés, c'est intolérable. C'est intolérable. Ils sont 20 pour gérer 400 résidents. Ils travaillent entre 50 et 60 heures par semaine et sont officiellement rémunérés 8 € par heure. Mais cela fait 5 mois qu'ils n'ont rien reçu. Alors, on parle, dans cette vidéo, je voudrais mettre la lumière sur le premier point qu'on reproche au Qatar, donc ces fameux accidents au stade, le nombre de morts, c'est honteux, ils ont construit les stades sur les morts des personnes. Alors déjà, il faudrait prouver, il faudrait montrer, et il faudrait avoir des chiffres, et me dites pas que le Qatar les cache, puisque les morts sont recensés, etc. Et il n'y a jamais eu, bien sûr qu'il y a eu des morts sur les chantiers, bien sûr, on n'est pas exempt d'accidents, mais il n'y a jamais eu de chiffres officiels, que ce soit de l'amnistie, des droits de l'homme, etc. Donc, d'où sortent ces chiffres? Par contre, moi, je peux vous en sortir des chiffres qui sont officiels, et ça se passe en France. Il y a 656 000 morts en 2019 qui ont été recensés en France sur les accidents de travail. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 656 000. Et ça, vous pouvez le vérifier. Les accidents du travail en France sont un phénomène massif, mais invisible. 156 000. C'est énorme. Accidents du travail, des morts et des blessés. Et ce qui est fou, c'est quand même qu'on est le pays on a le ratio le plus énorme d'Europe sur les accidents du travail. Et on va pointer du doigt un autre pays. On rapporte que le nombre d'accidents mortels en nombre de personnes qui travaillent donc sont en constante augmentation en France et sont le plus élevé d'Europe. Il y a un ratio de 3,5 accidents mortels pour 1000 salariés.
Pour beaucoup, il mérite le surnom de Coupe du Monde de la honte. Le Qatar accueille le Mondial 2022 de football et dans l'indifférence presque générale sur ces chantiers, les ouvriers continuent de mourir. Chaque année, il y a des centaines de jeunes hommes qui sont en bonne santé, qui ont passé les tests médicaux, mais qui décèdent au Qatar. Donc, il y a des morts au Qatar sur les chantiers, c'est une honte, cette Coupe du Monde. Est-ce qu'on parle du chantier, des chantiers notamment du Grand Prix Express, le pôle Éole et les Jeux Olympiques qui sont en train de se construire à Paris? Et oui, parce que le problème de ce qui se passe actuellement en France, on essaye de l'occulter par « ouh, regardez là-bas ». Mais il y a au moins 18 accidents de travail graves, dont 4 ayant entraîné la mort d'ouvriers sur les chantiers liés au Grand Paris et aux Jeux Olympiques. Et ça fait que de commencer. Et pourquoi ces morts, et notamment je pense à Maxime Warner, je ne sais pas si vous avez entendu parler, 37 ans, qui était un intérimaire, qui est décédé le 28 février 2020, et qui travaillait, devinez en mille pour qui? Pour Vinci, et qui travaillait sur le chantier justement de la ligne 14 vers le sud, vers Villejuif. Et il a été hospitalisé d'urgence, mais malheureusement il est mort de ses blessures. Cette personne était vraiment employée dans des conditions catastrophiques, temporaires, et bien sûr on se demande même s'il avait des papiers. Mais tout ça, on n'en parle pas parce que ça se passe pas au Qatar et que c'est juste en France. Par contre, la mort de Maxime Warner n'est que le premier, malheureusement, d'une liste d'accidents particulièrement graves qui, depuis 2 ans, ne fait que de s'allonger. Juste avant, dans le prolongement du chantier du RER E, qui traverse le nord de Paris, Jérémy, également un jeune homme de 21 ans, donc on parle des jeunes qui meurent sur les chantiers du Qatar. Là, c'est en France. Je vous rappelle, c'est maintenant, c'est 2021. Un jeune homme de 21 ans, un ingénieur stagiaire qui est décédé, donc il travaillait pour la Société urbaine de travaux, qui est décédé sur le toit du futur centre de commande de la ligne RER. Il y a une certaine frilosité chez certains qui voudraient que les Coupes du Monde soient toujours organisées dans les pays occidentaux ou en Amérique du Sud. En fait, ce que veut faire la FIFA, c'est étendre le plus possible son empire. Jamais un pays musulman ou un pays arabe n'avait organisé la Coupe du Monde, et c'est pour cette raison-là qu'en grande partie, la FIFA a voulu attribuer la Coupe du Monde au Qatar. Alors... Je crois que cette Coupe du Monde suscite un petit peu ou réactive un petit peu cette allergie du colon qui est vexé d'une Coupe du Monde qui se déroule dans un pays musulman où ils sont absolument pas sportifs, etc. Dans la maison de leur employeur, ne peuvent pas quitter les maisons, n'ont pas leur passeport, travaillent de longue heure, 18 heures par jour, 100 jours de congé. Un banal pavillon dans la région parisienne. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes monsieur? Oui, tout à fait. Oui, je me présente, je m'appelle Céline Morceau, je travaille pour le CCEM. Le CCEM qui est le Comité contre l'esclavage moderne. Et je voulais savoir si je pouvais parler à une jeune fille qui s'appelle Menz et qui travaille chez vous. Mais écoutez, pas aujourd'hui, vous reviendrez. Pas aujourd'hui, c'est-à-dire? Un autre jour. Ah, Menz? Oui. Bonjour Menz, je m'appelle Céline Morceau. Oui, hein? Voilà, donc je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que vous voulez rester dans cette maison ou est-ce que vous voulez me suivre? Non, c'est vous suivre. Voilà, donc écoutez, vous pouvez aller chercher vos affaires? Oui. Voilà. Menz est malgache, née à Madagascar il y a 21 ans. Cela fait 2 ans qu'elle vit en France. Menz affirme que depuis 2 ans, elle n'a pu sortir que pour promener les enfants. Ça va, Menz? L'occasion pour elle de rencontrer les voisins, ceux qui l'ont aidée à alerter l'association contre l'esclavage. Les employeurs n'ont pas tellement évolué. Ils ont tendance à se comporter, à considérer les employés de maison, surtout quand c'est des immigrés, que c'est des étrangères, comme des esclaves, quoi. Les patrons, quand ils les embauchent, ils leur prennent leur passeport. Donc à ce moment-là, c'est que ce sont des esclaves, parce qu'ils n'ont même plus de droit réel d'eux-mêmes. Zita Aubra a 38 ans. Elle vit à Paris depuis 7 ans et fait un procès à ses anciens employeurs. Zita est restée à leur service pendant 2 ans avant de se rebeller. Elle n'était pas déclarée, ils ne la payaient pas assez et pas régulièrement.
Alors quand on parle de maltraiter, et je vois des acteurs, je sais plus comment il s'appelle, qui a passé il y a pas longtemps sur Antenne 2, quand je vois des anciens footballeurs qui disent moi je ne regarderai absolument pas, je boycotte, il faut boycotter la Coupe du Monde. Ça c'est le grand mot, hein, c'est le grand mot depuis que je suis arrivée là, depuis 2 semaines en France. Le grand mot c'est boycotter la Coupe du Monde, la Coupe du Monde de la honte, la Coupe du Monde du Qatar. Et j'aimerais poser une question juste peut-être stupide hein, à ces personnes-là. Quand ces personnes-là ont joué avec la Chine, quand ces personnes-là ont joué avec la Russie, d'autres pays qui étaient quand même pas vraiment démocratiques, pas vraiment non plus écologiques, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que vous avez boycotté? Est-ce que vous boycottez tous les jours l'électricité qui arrive et le gaz qui arrive de Russie? Est-ce que vous boycottez Coca-Cola? Est-ce que vous boycottez tout ce qui est jaune, tout ce qui se passe, par exemple en Palestine? Pas trop notre intérêt. Est-ce qu'on boycotte également les choses qui viennent de Chine? Pas trop notre intérêt non plus. Hein. Est-ce que, enfin, je veux dire, il faut être un peu cohérent. Vous voulez boycotter pour l'écologie, vous voulez boycotter pour les droits de l'homme, et à ce moment-là, il faut boycotter avant les pays les plus pollueurs, qui ne sont pas le Qatar, contrairement à ce qu'on pense, mais la Chine, et qui sont contre, ou en tout cas qui ne respectent pas les droits de l'homme. Et je crois qu'en Israël ou en Chine, on ne respecte pas vraiment les droits de l'homme. Donc c'est facile de cracher, mais encore une fois, pour moi, il s'agit vraiment juste d'un complexe colonial. Pour moi, c'est juste ça. Ça se passe parce que quand ça s'est passé ailleurs, on a contesté, mais ça a été. Et alors le clou, c'est les villes comme Lille, par exemple, qui affichent fièrement et clairement, nous n'allons pas retransmettre la Coupe du Monde en écran géant en ville. Hein. Non, on est contre. Bah, vous avez peut-être pas les moyens. Dites les choses comme elles sont. Avec les problèmes d'électricité que vous avez actuellement, oui, vous n'allez pas retransmettre. Et puis en plein hiver, qui va aller dehors sur écran géant? Donc au mieux de se cacher et de dire à peu près 1 mois et demi, 2 mois de la Coupe du Monde, de dire non, on boycotte. Pourquoi vous n'avez pas manifesté, boycotté au départ? Pourquoi vous n'avez pas? Parce que ces personnes quand même à la mairie de Lille avaient un pouvoir politique. Et c'est quand même la France, c'est quand même le FIFA, c'est quand même le pouvoir politique qui a alloué une Coupe du Monde. Je veux dire, politiquement, vous aviez un rôle à jouer dès le départ. Il y a plus de 5 ans de ça. Et c'est maintenant à un mois de la Coupe du Monde, parce que ça fait un effet mode, que les personnes disent oui, on boycotte, il faut boycotter. Mais boycotter quoi? C'est d'un ridicule, et c'est juste de cracher sur quelque chose, parce que juste entre nous, alors, mais le gaz, il vient plus de Russie. Donc la France, elle a quand même passé des contrats actuellement pour s'alimenter au Qatar, qui est le 2e plus gros producteur de gaz du monde. Donc boycotter, mais à ce moment-là, allez jusqu'au bout, boycotter le gaz, les gars. Boycotter le gaz et arrêter d'alimenter votre pays avec des réserves d'un pays qui ne respecte pas, soi-disant, les droits de l'homme. Voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais vous dire. Et moi, je vous retrouve très vite, parce que j'ai pas fini sur le sujet. La prochaine fois, je parle de l'écologie au Qatar. Je vous dis très très vite. Ciao, ciao.